D'après YouTube, c'est au début qu'il faut parler. Alors ne le crois pas fourbe si je t'invite à t'abonner. Ah, j'avoue, c'est un peu malaisant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus de 90% des gens qui passent sur ma chaîne s'abonnent pas. On va tester. Si vraiment ça rentre trop mal. Bon, aujourd'hui, ce soir, on va tourner un certain nombre de petites vidéos. 7. Ouais, 7 c'est bien. Comme ça va alimenter la chaîne. Alors, on va commencer par un retour sur le film que j'ai vu ce matin. Enfin, ce matin. On doit être le lendemain, on doit être lundi. Donc, c'est hier matin que j'ai vu. Et donc, nous allons parler juste un mot sur Marie et la fleur des sorcières ou de la sorcière. Donc Marie et la fleur de la sorcière, c'est la première réalisation du studio Ponok, studio créé, fondé par des anciens de chez Ghibli, et évidemment ça se sent bien, ça se sent très bien. C'était en avant-première ce matin, donc ça devrait sortir mercredi, cette vidéo devant sortir un peu avant. Il y aura du spoil, un peu. Commençons par un petit résumé. Marie, 11 ans, vient de déménager à Red Manoir chez sa grande tante Charlotte. En se promenant dans la forêt, elle découvre la fleur de la sorcière, qui ne pousse que tous les 7 ans, et qui lui permet, pour une nuit, de posséder des pouvoirs magiques et d'accéder à l'école magique Endor. Alors Endor, c'est très bien, sauf que moi Endor, alors, c'est plus Sarandor pour moi. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir, là, quoique, en fait, si, ça ressemble un peu, hein, vu que l'un, c'est de l'heroic fantasy, et là, c'est de la fantasy aussi. C'est une école de magie, donc. Alors, comme d'habitude, les plus, les moins, les mouais. Il n'y aura pas de moins cette fois, parce que je n'ai pas trouvé vraiment de moins à noter. C'est parti, les plus. Bon alors le premier plus, c'est un peu une évidence, hein, c'est l'animation. Sachant que le fondateur du studio Ponok et sûrement plein de gens qui ont bossé dedans, c'est des anciens de chez Ghibli, ça serait bizarre que l'animation soit pas excellente. Voilà, ça serait pas impossible, mais ça serait étonnant, surtout pour un film de cette ampleur qui a vocation à être vendu à l'international. Donc vraiment, l'animation est vraiment pas mal. Rien à dire, niveau technique, ça sent que les mecs c'est des professionnels. Alors deuxième point, forcément, c'est la richesse de l'univers présenté. Alors à l'introduction, on nous présente un peu comme on retrouve souvent dans les Ghibli, c'est-à-dire un univers pastoral, un petit village charmant, mignon, avec de beaux paysages, plein de verre, une jolie forêt, tout ça. Puis on nous introduit un peu à un monde plus fantastique, donc l'école Endor. École très riche, graphiquement, très riche, avec beaucoup de formes différentes dans les bâtiments, dans les couleurs utilisées, dans la structure, dans les sculptures, tout ça. Et c'est vraiment, voilà, on rêve, on est emporté. On se dit que chaque petite parcelle d'image contient des heures de boulot pour les dessinateurs et c'est le genre de trucs qui te font acheter les artworks pour pouvoir regarder plus en détail les choses. Et on se dit que juste le regarder ce film une fois, ça nous permet pas de voir la totalité de la richesse du truc. C'est le genre de film que tu regardes tout le temps avec un nouveau regard. Au début tu regardes l'ensemble, après tu regardes un peu plus les détails, les décors, puis tu vois un petit élément. C'est les films à fresque. C'est une grande fresque peinte et il y a beaucoup de choses à regarder et on en rate forcément au premier visionnage. Troisième point positif, en fait, c'est les personnages enfants. Donc il y a 2 personnages enfants, donc il y a Marie et il y a Jean, Arthur. Aucune idée du nom du garçon, j'ai retenu Marie. Et c'est des jeunes, ils doivent pas, peut-être 12-13 ans, grand max. Et ils ont des attitudes d'enfants. On est loin de ce qu'on retrouve des fois un peu, un petit côté singe savant que certains enfants ont dans de l'animation, où ils sont excessivement matures pour leur âge. Quatrième point positif concernant les antagonistes. Alors, il y en a 2 dans l'histoire. Et ce sont de très bons antagonistes. D'ailleurs, ça nous envoie au premier point mouais, parce que certes, ces antagonistes sont très bons, mais ce sont des antagonistes Ghibli. Malheureusement. Et c'est ça le premier point mouais, c'est que Studio Ponok n'arrive pas à se détacher de son histoire ghiblienne, et nous pond énormément d'éléments qui vont au-delà du clin d'œil. C'est des gimmicks à ce niveau-là, ils ont fait leur Ghibli. C'est un studio, un nouveau studio. On sent qu'ils ont des inspirations Ghibli,
et ils s'en sont pas détachés. Alors c'est peut-être parce que c'est leur premier film, et sûrement que par la suite ils vont peut-être développer leur style à eux dans la narration, mais là on sent clairement tous les emprunts Ghibli, de la gamine forte, excellent, mais aussi beaucoup de contemplatifs, certains éléments comme le food porn. Ça, il n'y en a pas autant que dans un Ghibli, mais il y a 2 séquences food porn classiques. Pareil, les antagonistes, qui sont pas vraiment des méchants, même s'ils sont un peu méchants, mais voilà, ils ont un point de vue compréhensible. Cet appel à la nature, tout le temps, cet appel à la nature qu'on retrouve souvent dans Ghibli. Et voilà, quoi, c'est... Je pense que le film aurait été sans doute meilleur, et on aurait pu le dissocier plus d'un Ghibli habituellement s'il avait pris plus de distance. Mais ça, voilà, c'est le premier film du studio. On peut comprendre facilement qu'ils restent attachés aux choses qu'ils savent faire. Et peut-être que par la suite, le 2e film, le 3e film, ils prendront plus de distance et peut-être qu'ils commenceront à avoir une patte plus personnelle et moins ghiblienne. 2e point moins, alors là, c'est quelques problèmes au niveau de l'animation. Alors c'est pas nombreux, il y a 2-3 passages, surtout au début, mais ça se voit. Parce qu'en fait, alors, les décors et les paysages sont faits, alors je sais pas comment ils sont faits, ça doit être peut-être de la peinture, c'est très très beau. Par contre, quand il y a des éléments animés au sein de ces fresques, par exemple, pour faire simple, à un moment donné, on voit plein de fleurs, plein de très belles fleurs, mais on voit qu'au sein de ces fleurs, il y en a 3-4 qui sont dessinées différemment. Et quand on voit ça, on sait que c'est parce qu'il va y avoir une animation avec ces fleurs-là. C'est frappant. La différence graphique est trop forte entre le décor et les éléments animés. Et ça, c'est un peu dommage, parce que là, ça m'a marqué moi. Après, ça marquera pas forcément tout le monde, mais moi, ça m'a touché. 4e point mouais, alors là, c'est niveau scénaristique. J'ai quelques petits soucis. C'est pas des vrais problèmes, parce que le scénario est bon, mais, par exemple, le fait que la sorcière du début soit en réalité la tante, ça sort de nulle part. Alors voilà, ça me gêne pas, sûrement que ça vient du bouquin, parce que le film est une adaptation d'un roman anglais, d'ailleurs je reviendrai pour le dernier point négatif, enfin ouais, mais toujours est-il que c'est un peu amené comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire il n'y a pas de sous-entendu à aucun moment, comme quoi elle pourrait être sous-entendue, tout ça. Également, un autre personnage qui a vocation à être développé, je pense, mais qui ne l'a pas été, c'est le gardien à moitié renard, qui était un ancien prof, semble-t-il, qui a peut-être été transformé en homme renard. Étant donné le contexte de l'histoire, avec ces histoires de transformation d'hybridation, ça aurait été sympa de nous développer son histoire à lui, parce que peut-être qu'il a fait une connerie, et qu'à la base c'était un humain qui a été transformé en homme renard, peut-être pas. Mais en tout cas, ça laisse le sous-entendre, et je pense qu'il aurait mieux fallu qu'on garde un mystère sur le destin de cette jeune femme, qui... on aurait pu sous-entendre qu'elle soit morte ou qu'elle soit disparue, peu importe, et que ça soit cet homme renard, ancien professeur, qui serait venu voir Marie quand elle se trouve dans la maison de cette jeune femme, pour lui raconter l'histoire, les origines du truc. Et déjà, ça lui aurait fait un allié supplémentaire dans la bataille finale, parce que je trouve que c'est un peu facile que la gamine toute seule avec son pote gamin réussisse à se démerder à ce point-là, alors que s'ils avaient eu un allié, un ancien prof, qui a des pouvoirs, je pense que ça aurait été un peu plus logique qu'ils s'en sortent si bien, parce qu'ils s'en sortent vraiment bien, alors que à côté la directrice c'est quand même pas la dernière des mages, sans compter le scientifique qui semble pas être un mauvais non plus. Voilà, ils s'en sortent trop bien pour être juste 2 gamins sans être extérieurs. Alors je pense que si on n'avait pas connecté la grande tante à la sorcière et qu'on avait plutôt utilisé le personnage de l'homme renard, ancien prof, pour nous présenter un peu les origines de la souillure de l'école, et de nous en avoir fait un allié, un vrai allié, ça aurait été beaucoup mieux. D'ailleurs, dans la même idée, 5e point, ouais, l'école très riche, très riche, mais ça sert à rien. Parce que l'intérieur de l'école n'est présenté que au moment de l'intérieur de l'école, et tout le reste, on le voit pas. Parce que tout le reste de l'action se passe soit dans le bureau de la directrice, soit dans le sous-sol où il y a l'expérience, soit dans la zone où il y a l'expérience finale. Et tout l'intérieur de l'école nous est présenté et ne reviendra plus jamais. Pareil, les élèves, on les reverra plus. Même quand il y aura un incendie, à aucun moment on verra les autres élèves. Et c'est dommage d'avoir fait tant de... nous avons montré un truc aussi grand, si vaste, aussi riche, pour au final n'être que de l'exposition. Je pense qu'il y aurait eu moyen de remettre des scènes avec des élèves à l'intérieur, nous montrer par exemple les destructions des animaux à l'intérieur des bâtiments, au sein de l'école, voir la réaction des élèves. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Et toujours dans la même idée, quelques petites complications, en fait, pas des complications, quelque chose de difficile à comprendre par exemple, c'est le comportement des animaux. C'est du Ghibli, c'est de l'enfantin, si vous voulez, mais les animaux se comportent bizarrement. Il y aurait eu un esprit animal. Le prof renard aurait guidé les autres animaux parce que lui-même est à moitié animal, là ça aurait été top.
Là, les animaux, ils se démerdent tout seuls, ils soutiennent la gamine. Alors, il n'y a pas de prédateurs, coup de bol, à part les chats, ce sont des prédateurs les chats, mais à part les chats, il n'y a pas de prédateurs, semble-t-il, il n'y a que des cerfs, des chevaux, des chiens, des animaux comme ça, des paons. Il n'y a pas de prédateurs, tant mieux, sinon ils se seraient fait boulotter. Mais il y a des séquences un peu bizarres, par exemple, les animaux se dirigent tous vers la même direction, prennent le même chemin pour fuir. Bon, admettons qu'ils ont une sorte d'instinct animal, mais l'humain est un animal, mais bon, on va dire que l'humain n'est pas un animal dans l'animation. Ça manque de quelque chose, ça manque de bordel. Les animaux, ils partent dans tous les sens, ils s'enfuient, ils paniquent, ils se dirigent pas vers le même chemin tout le temps, vers la sortie, alors que, de toute évidence, ils n'ont aucun moyen de savoir c'est quoi le bon chemin. Pareil, à un moment donné, ils sautent d'une hauteur, mais c'est une hauteur de ouf. À un moment, on voit une tortue qui saute, parce que tous les animaux sautent pour rejoindre une sorte de plateforme plus basse, mais il doit y avoir 10 mètres. Il doit y avoir 10 mètres de haut. Et que les cerfs sautent, admettons. Et que les tortues sautent. Bah, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ça, je fais oh putain. Alors les tortues peuvent sauter, mais les deux gamins, ils osent pas sauter, quoi. Bon, toujours est-il. Bah, les animaux, ça a été un petit problème. Et on va passer au dernier point mouais qui va conclure cette petite critique. Encore une fois, une adaptation de roman britannique jeunesse, non traduit en français, et ça m'insupporte. Évidemment, c'est pas la faute du studio, c'est pas la faute de personne. Mais ça me fait chier parce que j'aimerais pouvoir lire, c'est comme le château ambulant, il a été traduit en français et c'est cool parce qu'on peut le lire. Mais il y a beaucoup d'adaptations de romans britanniques qu'on n'a pas en France. C'est chiant. C'est chiant parce que ce film est très riche et j'ai envie d'en savoir plus. Et je pourrais pas lire le bouquin pour en apprendre plus. Ah là là, c'est dommage. Bon, c'est un excellent film, de la très bonne animation. C'est un Ghibli. C'est un Ghibli. C'est pas un sous-Ghibli, c'est clairement un bon Ghibli, mais c'est dommage parce qu'en fait c'est un Ponok. C'est pas un Ponok. C'est un Ponok, c'est pas un Ghibli, et pourtant c'est un Ghibli. Voilà, on va terminer là pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, que je vais tourner là tout de suite après. Je vous dis salut. Allez voir ce film, il est génial. Salut!